OK. Donc ça, c'est la première fois enfin, le premier épisode de Ubuntu Code Café. Donc, c'est quoi Code Café? On C'est voit quoi même, Code Café? on voit même pas ton café. Le truc. J'ai essayé de montrer, mais on ne voit pas. C'est transparent, mais il y a du café dans ça, en fait. Voilà. Ah, tu vois. Au bout du Code Café, c'est juste un petit recap de dimanche de ce qu'on a, de notre dernier meeting du samedi passé. Et puis, quelques technologies qu'on a vues durant cette semaine. Et puis, et voir ce qu'on peut faire pour le prochain meetup, discuter de les topics pour le prochain meetup, les sujets du prochain meetup. Donc, c'est à peu près ça. Conversation, rire, et voilà quoi. Ouais. Un truc intéressant qu'on a remarqué et tout ça. Mm. Yeah. OK. Donc, c'est ça. Donc, on peut dire pour le meetup d'hier, c'est Kofi qui a présenté. Kofi a présenté sur LangChain et LangGraph. Mhm. Je peux dire que LangChain, j'avais de l'expérience avec LangChain, mais LangGraph, pas vraiment. Et je pense que LangGraph, c'est quand même un peu nouveau, si je ne me trompe pas. Oui. Et ça nous a donné un peu des idées pour le prochain meetup, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, c'était une réunion que beaucoup ont appréciée. Il y Ouais. avait quand même beaucoup de questions. Et voilà, quoi. Donc, c'est ça. Je peux dire, euh, ce que j'ai retenu du meetup, vraiment, c'était la manière dont c'est avec peu de lignes de code, tu peux faire beaucoup de choses, surtout avec LangChain. J'ai remarqué ça beaucoup avec LangChain. Avec LangGraph, je pense qu'il y a un peu plus de... bon, il faut que je digue un peu plus, mais un peu plus de complexité parce que je pense qu'il y a des moments où tu dois créer des loops pour pouvoir euh, engage avec le model, quoi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est-à-dire, bon, comme toi l'année dernière, j'utilisais, enfin, on regardait les tutoriels online, je ne sais pas comment dire en français. Je voyais plutôt que les gens avaient tendance à suggérer d'utiliser LangChain. C'était Mhm, une des premiers frameworks, en tout cas, qui était assez populaire dans le domaine. mhm, Mais, bon, moi, personnellement, à un moment, il y a la manière dont le code était structuré, ça m'embêtait un peu. Il y avait certains patterns que je ne comprenais pas vraiment. Bon, faut dire aussi que j'ai jamais vraiment pris le temps d'apprendre la library, ce framework-là, en truc mhm, à fond, quoi. mhm, Mais à un moment, je suis tombé sur une autre library. C'est pas vraiment un framework qui est vraiment élaboré comme LangChain, qui s'appelle Instructor. mhm, Donc, j'ai présenté Instructor plusieurs fois dans plusieurs présentations, où mhm, là, c'était assez direct. C'est-à-dire, je voyais le rapport entre le prompt contact euh, et puis la possibilité d'avoir des données qui sont structurées en retour. mhm, mhm, Tu vois? Donc, ce modèle-là était un peu plus direct et mhm, puis plus facile à comprendre, quoi. Tu vois? Et puis, bon, quand c'est dans le cadre de construire une petite application pour faire les démos comme avec Fast API, il se trouve que la petite library Instructor utilise beaucoup une autre library qu'on appelle Pydantic, mhm, qui aide à structurer ou bien à donner des types aux différents objets Python, quoi. mhm, Voilà, donc, en utilisant Instructor et puis Fast API, enfin, pour moi, ça avait plus de sens, quoi, en fait. mhm. Donc, ça faisait que pendant un bon moment, j'avais tout simplement ignoré l'utilisation de LangChain. C'est Mais ça. avec, euh, avec le code que j'ai vu avec Kofi, même qu'on a discuté avant la présentation, et puis bon, ce que moi-même j'ai pu lire sur GitHub et puis les sites de documentation, j'ai vu qu'en fait, avec LangGraph, c'est un peu plus structuré. Mhm, Tu vois, il y a la manière dont ils ont fait les abstractions, tout ça là, pour créer les agents, ça a un peu plus de sens pour moi. Parce mhm, qu'en fait,
tout le code, après avoir défini les modules qui doivent euh, se connecter au truc, au LLM et autres, euh, comment les assembler ensemble de manière que ça soit cohérente. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça permet de construire un graphe, comment dire en anglais, un computation graph. Si tu te Mhm. souviens, par exemple, la librairie de Deep Learning, TensorFlow, Mhm. la version initiale à la version 1, c'était un peu ça le truc. Mhm. Quand tu définis les nodes de ton network, c'était en fait un graphe qu'on construisait. Le graphe était, comme on dit, là, lazy, ça ne s'exécutait pas immédiatement. Mhm. Tu vois. Donc, si je me souviens bien, c'est ce qui même a fait que PyTorch était devenu plus populaire parce que PyTorch était eager mode, où là, ça s'exécutait directement comme un code normal, quoi. Bon. Ok. En tout cas, j'aime bien la manière dont c'est structuré. Et puis, c'est un peu plus tight, un peu plus D'accord. compact, quoi. Donc, Ouais. en tout cas, pour le prochain meetup, je pense qu'on avait discuté, on allait essayer de voir encore si on pouvait présenter sur quelque chose et entrer avec LangGraph. Donc, c'est ça. OK. Mhm. Hmm. Ouais. Donc, Ça y est, en fait, pour Kofi, si tu te souviens même dans les échanges qu'on a eu avec Kofi pendant qu'il préparait la présentation, il avait, il demandait un peu d'aide enfin, pour créer comment dirais-je, une interface graphique, quoi, au-dessus qui allait se connecter aux agents qu'il est en train de construire avec LangGraph. Mais mhm. bon, j'étais tellement fatigué cette semaine, Mais, j'ai essayé, mais j'ai pas fait grand-chose, j'étais trop fatigué, quoi. Donc, bon, ça peut être une occasion de faire une deuxième partie. c'est vrai. On pourra faire une démo avec, je sais pas, un genre de web app ou bien Discord bot, je sais pas. OK. Bon, ça nous permet aussi d'apprendre, quoi. Apprendre, Comment c'est ça. Parce que utiliser moi-même, je ne connais pas trop LangGraph, donc ça va t'apprendre. OK. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'était cette semaine de la semaine passée, CrowdStrike. C'était cette semaine de la semaine passée. C'est quoi, c'est la semaine passée, vendredi? Je pense que ouais, c'était la semaine passée, mais les gens ne font que parler de ça, quoi. On parle Ouais. de différents aspects et autres. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, personnellement, euh, enfin, on me le dit, je ne suis pas un big fan de Windows Hmm. depuis très, 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 très longtemps. Donc, ça dit, quand j'utilise Windows, j'utilise ça contre truc. Mais c'est pas la faute à Windows. Je sais que c'est pas la faute à Windows, mais mon problème, c'est que, enfin, je ne comprends pas pourquoi un système doit être structuré de telle manière, de telle sorte que ces choses-là même puissent être possibles. Hmm. Hmm. Je trouve que c'est pas vraiment, on peut pas accepter ça, quoi. Mhm. Bon, je comprends ça pour raison de sécurité. Les gens vont dire oui, s'il y a autant d'attaques contre les systèmes Windows, c'est parce que ces systèmes-là sont populaires et autres et autres. Mais bon, dans notre domaine, pratiquement tout se passe sur Linux. Tu vois, donc, pour ce que je fais et autres, j'essaie de rester loin de Windows, quoi, parce que, en fait, enfin, ça m'embête, en fait, d'utiliser ce système. Ouais. Non, tu as raison. Ça dit, ouais, en tout cas, moi, je pense que j'ai travaillé sur Windows euh, juste un peu, peut-être 2, 3 mois. Quand je travaillais, on devait créer des images de Windows OS. Donc, j'ai fait un peu de PowerShell et c'est vraiment pas facile. C'est différent, en fait. C'est complètement différent du Linux. En fait. Ouais. Voilà. Ouais, donc, je trouve qu'en tout cas, euh, mais Windows, en matière de son OS, a quand même euh, une popularité inégalée, en fait. C'est-à-dire, on peut dire plein de systèmes utilisent Windows. C'est là maintenant, c'est avec ça que tu sens vraiment que Windows est utilisé presque partout, quoi, en fait. Voilà. Oui, 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 Ouais, effectivement. donc, ça fait que, bon, c'est un peu délicat. Voilà. Mais sinon, tu as raison. Tu as raison que on ne peut pas accepter que
ce genre de choses puisse arriver, quoi, pour mettre à genoux carrément plein de systèmes informatiques mondiaux et qu'on puisse pas rétablir ça rapidement, quoi. C'est vraiment, ça n'a aucun Exactement. sens. Ouais. Ça dit, bon, enfin, quand tu dis que Windows est populaire, moi, enfin, je pense que c'est populaire pour, si on voit les, comment dire, c'est un peu comment dire en français, les end users, les Si, c'est ce que je gens veux d'ordinateur personnel, quoi. dire. Tu vois. Mais la plupart des déploiements d'infrastructures informatiques côté serveur et autres, c'est plutôt Linux. Yep. Alors que là, bon, je n'ai pas vraiment regardé tous les détails, mais il me semble que il y a une partie des infrastructures serveurs qui étaient quand même sur Windows et puis qui ont été impactées. Tu vois. Ouais. Par exemple, pour Delta, le système informatique de crew management, c'est-à-dire gérer le personnel navigant, là. Mhm. C'est sur des systèmes Windows. Donc, l'une des raisons pour laquelle Delta Airlines n'arrivait pas à revenir en ligne, n'arrivait pas à rétablir ces systèmes, c'est parce que ce système-là n'arrivait pas à redémarrer. Donc, ça faisait qu'ils ne savaient pas où se trouvait, par exemple, leur personnel navigant. Voilà. Mhm. Voilà. Donc, ce n'est pas comme si genre, tout leur stack est sur Windows, mais ce service-là, ce service de gérer le personnel navigant là, est sur Windows. Ouais. Sans ça, tu ne peux pas, genre, comment dire, euh, 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 mettre en place un vol, par exemple. Tu dois savoir où se trouve ton personnel navigant, quoi. Tu vois, là. Donc, c'était ça qui a fait que euh, beaucoup de, bon, disons, Delta Airlines jusqu'à présent n'arrivaient pas à revenir dans le ligne, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas tout leur stack. Yeah. Ouais. En tout cas, Ouais, effectivement, moi j'ai cette opinion aussi avec open source et puis Linux et autres, que il y a nettement plus de personnes ou bien d'ingénieurs qui vraiment inspectent le système à tout moment. mhm, Tu vois. Donc ça c'est pas forcément que par la manière dont Linux est construit, c'est forcément plus sécurisé que Windows pour ne pas avoir besoin de trucs. De scanner les serveurs, tout ça, pour raison de sécurité. Mais il y a un plus grand nombre de personnes qui ont les yeux dessus à tout moment. c'est ça. C'est plus facile de détecter les problèmes et Ouais, puis corriger ça en même temps. en même temps. Alors que dans le cas de Windows, ce n'est pas un système qui est open source. C'est ça. Donc, ça veut dire que le nombre d'ingénieurs que Microsoft a pour travailler sur Windows ou bien les partenaires qui travaillent avec Windows, avec Microsoft pour sécuriser Windows, le nombre est nettement plus Réduit. limité. Mhm. Voilà, donc, ils ne peuvent pas tout voir, ils ne peuvent pas tout bien faire à tout moment. Donc, c'est juste une question de temps avant qu'il y ait un problème. Pas 15 jours, quoi, c'est ça. Et quand ça arrive, c'est extrêmement grave. C'est ça. Parce que tu dois trouver ces mêmes ingénieurs-là pour pouvoir. C'est pas tout le monde qui peut voir ça, tu vois. Non. Il n'y a pas, par exemple, un ingénieur en Slovaquie qui va peut-être s'asseoir et dire, oh yeah, c'est ici qu'il y a l'erreur, tu vois, pour aider les gens. Justement. En tout cas, Donc, quoi d'autre? ouais, c'est que tu me parlais Search de GPT. GPT Search. Je n'ai pas vraiment regardé, mais bon. Moi aussi, je n'ai pas vraiment regardé, mais apparemment, quand c'est sorti, attends, je vais partager mon écran vite là. Apparemment, quand c'est sorti, les shares, les shares de Google sont un peu tombés Ah ouais? en bourse. Ouais, parce que c'était comme une compétition directe avec Google, quoi, on peut dire. Ah, Ouais, puisque comment dire, c'est pour faire des recherches en ligne. Research and ChatGPT, temporary prototype and new AI search. Yeah. Mais bon, quand moi je vois ça, moi ça me fait penser à Perplexity en fait. Je ne sais pas si tu te rappelles de Perplexity. oui, Perplexity, oui. Ouais, ça me fait penser à Perplexity en fait. Parce que Perplexity, c'était en fait un search engine euh, et puis qui te donnait des réponses sous forme d'IA. Mhm. Donc, je me demande si ça sera différent
ou bien ça sera pratiquement la même chose que Perplexity. Ouais, donc c'est ça en fait. Bon, je pense que par le nom, ça sera peut-être un peu différent. Parce que je ne sais pas comment tu pourrais catégoriser Perplexity, comme un search engine ou bien comme un genre de assistant pour faire plusieurs choses sur Internet. Hmm. Ok, donc là, c'est quoi un search engine? Un search engine, selon moi, tu demandes, tu poses une question, tu veux savoir quelque chose, et puis tu reçois Mhm. l'information, et l'information est catégorisée, et puis euh, sous forme de, les mots en anglais, c'est-à-dire c'est organisé de manière par importance, quoi, en fait. Oui. Google a son algorithme qui fait en sorte qu'il va te donner ce qu'il Oh, oui, oui, oui. voilà, ce qu'il pense qu'est la réponse la plus importante. Mhm. Et bon, ça, il y a ça, et il y a aussi des gens payent pour pouvoir être sur la première page. Il faut aussi dire ça. Voilà. Donc, c'est pas Oui. forcément parce que ils sont sur la première page que c'est beaucoup plus important. Mais bon, c'est ça en fait. Donc, Search Engine de Google, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, Perplexity, je me rappelle bien, quand tu fais des recherches, en fait, ça utilise, si je ne me trompe pas, ça va en ligne, en fait, ça fait des recherches. Je ne sais même pas si ça utilise le API de Google ou pas, mais ça va en ligne, ça fait des recherches, et puis ça te ramène ça de manière organisée aussi. Oui. Ouais. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas si c'est différent, en fait. Si c'est différent de ce que... Bon, comme je n'ai pas encore essayé ChatGPT, je ne sais pas comment est-ce que les résultats me deviennent, mais quand je regarde la démo, c'est à peu près la même chose que Perplexity, en fait. Oui, parce que je pense que Perplexity, en plus de donner des résultats, je pense ils ont un genre ils ont plusieurs partenariats avec avec différentes compagnies web, quoi, Mhm, pour pouvoir accéder à leurs données, tout ça, hein, pour améliorer l'expérience en utilisant Perplexity. mhm, Euh, Mais Mais je pense que quand tu m'as parlé de SearchGPT, le premier truc, et puis tu as parlé de Perplexity la dernière fois qu'on parlait, mhm. le premier truc qui m'est venu en tête, c'est que Perplexity aura un problème, un vrai problème, parce que je ne crois pas que Perplexity eux-mêmes développent euh, leur propre modèle. Et puis, je ne crois pas qu'ils aient vraiment accès à la même infrastructure euh, OpenAI. que OpenAI. Mhm. Voilà. Donc, C'est du vrai. fait qu'ils n'ont pas leur propre modèle, ils doivent invoquer le API d'un autre service, peu importe si c'est OpenAI ou autre. Et ça fait qu'il y a déjà un coût associé à ça. C'est ça. En plus, je ne crois pas qu'ils aient toute l'infrastructure accès à toute l'infrastructure de GPU et autres, Mhm, comme OpenAI et Microsoft. mhm. Tu vois. Donc, je pense que là, c'est un gros désavantage, quoi. Oui, effectivement. C'est ça, on avait parlé de ça. On avait parlé de ça, du fait que euh, tous les startups, les AI startups qu'on voit actuellement, les petites compagnies qui créent des services au-dessus du API de ChatGPT, de API de OpenAI, Mhm. c'est un peu risqué parce que il, OpenAI peut se lever un jour et créer à peu près le même service et t'offrir ça directement avec leur plateforme. Voilà. Exact. Voilà. Donc, on peut dire que ce que OpenAI vient de faire avec leur ChatGPT, comme je t'avais dit, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à Perplexity. Donc, ça fait que Perplexity devient en fait un compétiteur direct de OpenAI. Voilà. Justement. Ouais. Donc, c'est tricky, quoi. Donc, tu te demandes, OK, qu'est-ce que, en tant que de startup, qu'est-ce que je peux faire euh, comme, comme outil ou bien comme quelle compagnie je peux créer, quel service je peux offrir que OpenAI, par exemple, ne peut pas copier si facilement. Voilà. Puisque à the end of the day, ils utilisent encore le API de OpenAI. Voilà. Ouais, C'est ça qui est un peu délicat, quoi. effectivement. Et puis, il y a un autre aspect. Ça, on avait parlé de ça il y a longtemps. On avait eu cette conversation là où
si tu te souviens, je parlais de justement quand OpenAI avait commencé à permettre que les gens créent des... Plugin. Bon, ce qui est devenu aujourd'hui les custom GPTs. Avant, ça avait un autre nom, Plugin. les plugins. Tu vois, donc c'est à peu près le système de App Store. Voilà. Tu vois, donc c'est une nouvelle plateforme complètement. Il y a des choses que OpenAI et Microsoft vont construire, mais ils ne peuvent pas construire 100% des applications ou bien des functionalities. Tu vois. Donc, ils vont, à un moment donné, je pense que de la même manière dont ils ont fait avec les custom GPTs aujourd'hui, je pense qu'ils vont, si cette nouvelle plateforme-là a du succès, bien assez de momentum, ils vont sûrement ouvrir pour permettre aux gens des third parties de trucs, de s'intégrer dedans, en fait, pour améliorer l'expérience de search. C'est ça. Tu vois. Donc, non seulement ça va créer des problèmes à Perplexity, ça va sûrement créer des problèmes à Google, parce que Google ne fait pas vraiment ça. C'est eux qui ont la charge de toute l'expérience de search. Tu vois. C'est ça. Je pense que c'est là où ils vont se diriger, en fait, avec ChatGPT. ChatGPT, ouais. OK. Ouais, donc c'est ça. Qu'est-ce qui vient dans 2 semaines? Dans 2 semaines, on revient encore sur LangGraph. On est en train de voir quel sujet, quel topic on peut faire avec LangGraph. Et puis, comment dire, construire le dessus de ce que Kofi a fait, quoi. Ouais. Voilà, donc, mais on pense que ce sera quelque chose avec LangGraph. Comme tu l'as dit, Ben, peut-être avec une interface graphique, et puis essayer de voir quel problème on peut résoudre avec ça. LangGraph, et puis des LLM. Voilà. J'étais en train de penser même que peut-être que on peut commencer à réaliser l'interne. À réaliser l'interne. Oui, à implémenter l'interne. Mais il est déjà implémenté ou pas? Non, en fait, l'interne aujourd'hui, là, il existe en forme de, de quelques prompts qui sont un peu special, quoi. Tu vois, mais enfin, j'imagine que peut-être l'interne doit être quelque chose qui est en train de s'exécuter dans le background 24 heures sur 24, quoi. Ah ouais. Ouais. Bon, ça est ce à quoi je pense, par exemple, sur la communauté Discord. Bon, pour le moment, c'est moi qui poste le plus de liens, mais c'est pas tout le temps que j'ai le temps d'ajouter du contexte, genre pourquoi j'ai posté tel ou tel lien, par exemple. Donc, ça serait intéressant que quand un lien est posté, l'interne puisse détecter enfin, ce qui est important à retenir ou bien à savoir au sujet de ce lien en particulier, et puis automatiquement ajoute une réponse. Genre un sommaire, un summary? Oui. De telle sorte que si les membres de la communauté n'ont pas le temps de forcément regarder toutes les vidéos ou bien lire tous les articles et autres, au moins qu'il y ait un tout petit résumé, genre produit par l'interne, quoi, pour dire, hey, ce lien-là parle de X, Y, tout ça. Donc, ils peuvent prendre note, genre une mental note, et puis revenir pour voir les détails, quoi. Sans avoir forcément à cliquer sur tous les liens pour essayer de voir ou bien comprendre de quoi le lien, c'est quoi le sujet, en fait. On avait, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait un truc comme ça, à peu près. La première fois qu'on a fait un Je talk pense sur que c'est toi Discord. qui avais fait la démo, en fait. Ouais, ouais. C'était genre, dès qu'un lien, dès que tu choisis un des cours qu'on a déjà, comment dire, qu'on a déjà fait avant, et ça te donne en fait un quick summary du cours, quoi. Tu vois, Ouais. mais on n'a pas fait ça avec les vidéos. On a fait ça juste avec les cours, avec les textes. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit assez difficile de le faire avec les vidéos. C'est puisque c'est juste un lien que tu donnes au truc.
OK. En tout cas, on peut faire quelque chose comme ça. Ouais, ça peut être une option. Mm. Yeah. Parce que quand tu avais fait cette démo-là, tu avais implémenté ça comment? C'était tout juste avec le Open AI Library, non? Oh, ouais, c'était avec le OpenAI Library. En fait, ce qui se passait, c'est que genre, tu interagissais avec le bot qui te disait, OK, voici tous les cours qu'on a fait avant, voici Mhm. les liens. Et maintenant, et puis le bot te demande si tu veux un sommet d'un de ces cours-là. Maintenant, tu donnes, OK, je veux le sommet du cours 2, par exemple. Donc, le 2, tu tapes 2. Donc, le bot sait que tu as tapé 2, puis le bot déjà le lien. Tu envoies le lien au LLM. Le LLM, maintenant, va sur le site, fait un sommet du truc, de la page. Ça te redonne, ça vient te donner, en fait, le sommet dans le Discord. OK. Ouais. Donc, c'était comme ça. Ouais. Ouais, ça va être intéressant en tout cas. Mhm. Ça va être intéressant dans 2 semaines. Yeah, dans 2 semaines. Ouais. OK. Sinon, maintenant, au-delà des 2 semaines, c'est que ça fait un moment déjà qu'on avait parlé avec Derek qui a cette idée-là, qui a une idée de présentation. J'avais mentionné ça hier même à la fin du meeting, Mhm. Mhm. où en fait, enfin, le cas qu'il essaie de... En fait, l'idée lui est venue je pense, d'un membre de sa famille, je pense son oncle, où en fait, ils essaient de retracer euh, si on veut voir, retracer leurs liens familiaux, quoi. Je ne sais même pas comment on dit ça en français. Mhm. Donc, qui était le père, la grand-mère, et puis, bon, pour monter la chaîne, quoi, en fait, Mhm. selon les informations qu'ils ont, tout ça. Donc, il me racontait comment son oncle avait fait ce travail-là pendant plusieurs années, Mhm. mais comme il est historien, il faisait ça sur papier, en fait. Mhm. Tu vois. Donc, l'information est sur papier, mais les connexions entre les personnes, c'est pas vraiment évident en regardant tout simplement des bouts de documents, Mhm. tu vois. Mhm. Mais comme son oncle s'y connaît, genre les connexions, en fait, un peu comme ce que Kofi montrait hier, quand il montrait le graphe, là, les Mhm. pages et autres, ça se passe dans la tête de son oncle. Mhm. Voilà, donc, c'est qu'une fois, il m'avait appelé et puis il me demandait si c'était même possible de prendre quelque chose comme ça, genre si on voit effectivement un network, et puis de construire une petite application avec. Pas une application genre pour, je sais pas moi, avoir une grande audience ou bien quelque chose comme ça, mais juste une petite application qui peut utiliser en famille. Mhm. Mhm. Ouais. Donc bon, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, mais je sais que quand j'ai fait mon dernier master's, on avait une classe, je pense que c'était une classe de data visualizations je pense qu'on faisait avec R, mais il y a des libraries équivalentes en Python. Je pense qu'on Network X, si je ne me trompe pas. Mhm. C'était possible comme créer enfin, je ne vais pas dire un modèle, mais Une structure. créer une visualisation de ce genre de network, quoi, qui est connecté à qui fait quoi, tout ça. C'était fait justement pour analyser les groupes sociaux, Mhm. Mhm. tu vois. Mhm. Et puis maintenant, pour storer l'information, il y a ce qu'on appelle des graphes databases, Mhm. comme par exemple Le Neo4j. projet. Mhm. Donc, je lui avais mentionné ça comme ça. Bon, je ne savais pas qu'il allait prendre ça au sérieux, mais il a commencé vraiment à s'intéresser, à apprendre ses outils, tout ça, quoi. Mhm. Donc, donc, hier, quand on parlait de ça, donc on commençait maintenant à aller dans plus de détails au sujet des trucs, de comment ça peut être implémenté, ou Mhm. bien les features. Donc, hier, j'avais fait une suggestion qu'il a appréciée, c'est du genre, disons qu'ils ont répertorié, je ne sais pas moi, des centaines et des centaines et des centaines de membres de leur famille. Un truc qui aurait été intéressant, c'est de savoir, OK, quand un membre de la famille va pour et puis regarde le graphe.
il y a des centaines de personnes ou bien il y a un grand pourcentage de ces personnes qui ne connaissent pas forcément. Donc, s'ils sélectionnent une node dans ce graphe, ça aurait été intéressant que le système puisse ajouter comme une route qui va montrer de manière visuelle comment cette personne-là est connectée à la personne qui est quelque chose entre le système. Exactement. Je pense ce que tu veux dire. Ouais. Donc, ça potentiellement vers la fin de trucs d'août, c'est genre le deuxième meeting d'août potentiellement. Ok. J'ai utilisé Neo4j il y a longtemps, mais j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé Neo4j. Donc, j'avais utilisé ça fait longtemps. Yeah, c'est une librairie qui est intéressante. Enfin, une banque de données qui est intéressante. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bon? Ouais. All right. Donc, au prochain meeting. Donc, la semaine prochaine, dimanche prochain. Voilà. OK. Bye bye.